Vous êtes sur Kavi Média et l'ensemble synchronisé de nos médias. Bonjour et bienvenue dans Le Scanner, votre émission de débat constructif sur la 89.5 en bande FM, sur l'ensemble de nos médias synchronisés sur Facebook. Vous nous regardez sur Flash Guinée Kavi Média. Vous nous suivez également sur Twitter, YouTube et Instagram. Merci de votre fidélité. L'appel à la suspension de toutes les activités des magistrats sur l'ensemble du territoire national fait par l'Association des magistrats de Guinée AMG, suivi à la lettre dans les cours et tribunaux du pays, à Conakry comme dans l'arrière-pays, par l'ombre des magistrats, cela malgré les menaces agitées par le ministre de la Justice, Alphonse Charles White, un débrayage qui fait suite, vous vous rappelez sans doute, à la suspension de 2 magistrats dans l'affaire Asmaou Diallo, Sedlex Duralex. La loi est dure, mais c'est la loi, et la grosse question est qui de Charles White ou de l'Association des magistrats de Guinée interprète mal les textes de loi. Les épreuves de force s'imposent et rien ne semble les arrêter avant le wait-and-see. Décryptage à suivre dans cette émission Le Scanner. Et puis nomination des chefs de quartier et de district par les gouverneurs, le décret de toutes les polémiques comme annoncé dans notre précédent numéro. Ce décret, les facilitatrices du cadre du dialogue inclusif interguinéen ont rencontré hier mardi des représentants des coalitions ayant représenté ou participé au cadre du dialogue, bref échange, et des représentants qui ont préféré jouer à la politique de la chaise vide, débat de sourds ou probables solutions à l'horizon. C'est la question que nous nous posons. Les dessous des échanges de cette première journée, c'est avec notre invité du jour, Oye Biavouki. Il est membre de la coalition COPED, représentant de la coalition lors même de cette rencontre. Et dans la dernière partie de cette émission, nous recevons Bella Kamano, journaliste et désormais homme politique. Tenez-vous bien, désormais homme politique. Il est président du parti Rassemblement National pour le Progrès de Guinée, RNPG, et porte-parole du secrétariat technique du cadre du dialogue inclusif interguinéen. Parcours inspirant en journalisme, mais pourquoi je sois très osé? Quelle est sa grille de lecture sur la situation sociopolitique en République de Guinée? Il le reprendra dans un instant à nos différentes questions. Et dans le bonus du jour, nous parlerons aussi de la situation au Niger après le coup d'État qui a mis fin au règne de Mohamed Bazoum. Les dernières évolutions, c'est dans cette émission Le Scanner. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, les débatteurs. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Et c'est parti, j'y arrive et c'est parti pour plus d'une heure de débat dans cette émission Le Scanner avec les débatteurs de chaque jour, vos débatteurs, auditeurs et téléspectateurs. Akila Ali Badara, en veste cette semaine, incroyable mais vrai, bonjour. Bonjour. On est plus sur l'axe, il n'y a plus de manifestation, ça fait plaisir de l'entendre. Bonjour à tous les auditeurs et qui nous pratiquent à l'instant T. Voilà, ça arrive souvent quand vous êtes sur le terrain, maintenant que ça change et puis le beurre donne une autre tournure. Donc ça veut dire que c'est important de se désaltérer. Bien, c'est déjà compris, l'enquêteur en chef. J'espère qu'il n'aura pas une convocation du côté de la HAC parce que le premier site qui a donné l'information est déjà à la HAC. On va prendre ça avec beaucoup de pincettes puisque demain ce jeudi, il y a Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à la Guinée. On va faire un bref aperçu sur l'enquête sur ce qui passe au niveau du barreau de Guinée. J'espère que tu as vu le courrier. Il y a des journalistes qui commencent à être interpellés. Donc de ce côté, il y a encore à dire. Bien, effectivement. Est-ce qu'on va prendre le risque de déballer tout ça demain ou on va attendre? Ça relève de notre mission. Donc ça y va avec le métier. Bon, ça craint de ce côté parce qu'on a quand même le rapport, on a quelques documents. On va prendre langue avec la HAC. Néanmoins, pour savoir est-ce qu'on va déballer tout ce dossier, est-ce qu'on va attendre, est-ce qu'on va accepter de rencontrer des magistrats ou pourquoi pas le barreau de Guinée. En attendant, nous avons quand même toute la documentation. Effectivement. Et on va attendre. Il est afférente et je pense que
Ça va crier. Ça va crier. C'est ce qui est encore plus important. Demain, c'est jeudi. Il y aura quand même forcément un dossier d'enquête. Mais aujourd'hui, nous parlons de ce sujet bonus, Yaya. Je reste sur toi. Le cas, la situation au Niger qui ne s'amoindrit pas. Hein. C'est ce qui est encore très déplorable. Malgré cette porte ouverte de la CEDEAO qui, quand même, a accepté d'ouvrir une voie diplomatique, le CNSP hausse le ton et brandit 3 ans de transition, 3 ans comme durée de la transition, donc ferme toutes les portes au dialogue. Mais de l'autre côté, l'intervention militaire soutenue par l'Union africaine, Yaya. Oui, c'est une situation qui semble être bien mal partie au Niger, puisque le bras de fer qui est engagé entre la CEDEAO, donc l'instance sous-régionale, et le Niger, à mon avis, n'a pas du tout livré ses derniers secrets, puisque vous avez vu que le CNSP, en complicité avec certains responsables politiques de la société civile nigérienne, sont en train de mûrir des stratégies, d'ailleurs de mettre en œuvre ces stratégies-là, celles qui consistent à préparer l'opinion à une éventuelle attaque contre le Niger, parce que pour eux, si attaque il y en aura, ça serait contre un État souverain qui est le Niger, un État qui, à un certain niveau, a manifesté sa volonté de sortir dans une situation qu'il qualifie de subordination par rapport à un certain nombre de puissances étrangères. Donc pour eux, le coup d'État c'est un salut, et vous avez vu très bien que, et je l'avais dit il y a longtemps ici, que il y a quelque chose qui se passe au Niger, mais ça semble être inaperçu au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire qu'à tout bout de champ, on assiste à des manifestations de soutien. Les gens pensent que c'est quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qui est bien mûri. C'est une réflexion. Il y a une branche civile qui est là et qui est en train d'huiler cela, et c'est ce qui est c'est pour justement faire accepter de gré ou de force ces coups de pouce, parce que après, bon, quand on fait un coup d'État, la première chose d'abord, vous savez, la toute première exigence d'un pouvoir, c'est la légitimité. La légitimité, elle peut être par tradition, elle peut être par la rationalité, elle peut être aussi par le charisme. Donc, l'un dans l'autre, on est tenté de dire que c'est très bien mal parti. Disons pour le Niger, moi je ne joue pas prophète malheur. Très bien mal parti. C'est très bien mal parti. Vous savez pourquoi? Très mal parti, c'est mieux. Oui, parce que le mal n'est jamais bien. Aujourd'hui, la CEDEAO est très acculée. Et vous avez vu, il y a des rebondissements diplomatiques. L'Union africaine, qui semblait être hésitante sur un certain nombre de choses, aujourd'hui est en train de prendre note de tout ce qui est initiative venant de la CEDEAO. Parce que la commission, le conseil, disons, de sécurité au niveau de l'Union africaine à un certain niveau, qui est dirigé par un Burundais, ils n'étaient pas d'accord pour une intervention militaire. Mais puisqu'aujourd'hui, ils disent prendre note et éventuellement faire ce qu'on appelle une étude, une décantation de savoir toutes les implications économiques, sociales et politiques, si éventuellement il y aura, disons, une intervention militaire. Et je pense que tout porte à croire qu'aujourd'hui, et puisqu'il y a des menaces, c'est ça aussi la vérité, ce qu'il faut comprendre la CEDEAO. Je ne suis pas en train de dire d'emblée qu'il faut une intervention militaire, mais aujourd'hui on est amené à dire que c'est la seule option qui est sur la table, et je suis de ceux qui pensent que l'intervention militaire est inévitable. Elle est inévitable dans le sens où aujourd'hui la junte elle est complètement en avance, et elle pense que voilà, donc tout est acquis. Et vous savez, je termine pour vous dire que il y a un recrutement de volontaires au niveau de Niger. C'est quelque chose qui doit interpeller les gens. Il y a aujourd'hui plus d'une oui, mais c'est un pays en proie à cette montée du djihadisme. Ça n'a aucun lien avec le djihadisme. Ça n'a aucun lien avec le djihadisme. Ces recrutements, c'est pour les volontaires pour justement, disons, pour une éventuelle attaque contre le Niger. Donc c'est des jeunes, à mon avis, vous savez que le chômage bat de l'aile au niveau du Niger, et donc c'est une occasion pour essayer un peu de vendre cet espoir aux jeunes, comme quoi venez, on va vous enrôler et éventuellement on va disons défendre la patrie si éventuellement il y aura attaque.
Bien, est-ce que tu partages le même avis, Akila, hein, puisque déjà nous avons suivi hier cette nouvelle, l'UA qui prête même forte à la CEDEAO, qui accepte cette intervention militaire, puisqu'elle était à un certain moment très hésitante, puisque le rappelait tout à l'heure Yaya. Aujourd'hui, est-ce que au Niger, on est arrivé à un point de non-retour? Non, il y a ce problème, il y a un point de non-retour, mais moi je dis que c'est de la loufoquerie parce que vous ne pouvez pas vous lever d'un beau matin, vous faites une proposition de 3 ans de transition et puis vous voulez que la CEDEAO cautionne cette bêtise. Vous avez vu le président actuel de la transition nigérienne est en train de recruter les gens pour cette situation déjà qui est d'ailleurs un peu compliquée aussi. Quand vous prenez le Niger, qui d'ailleurs n'a pas une économie stable, c'est pas une économie aussi comparable à celle des autres pays comme le Nigeria, comme l'économie même de la Guinée aujourd'hui. Et ce pays, vous voyez, c'est de la folie. Non mais sérieux. Non mais Akila. Non mais sérieux, c'est de la folie. 3 ans de transition, vous n'avez pas parlé, d'abord vous n'avez pas dialogué avec les opposants, vous écartez les opposants, vous écartez tout. Maintenant vous venez, vous vous imposez, nous on va faire 3 ans et vous voulez que la CEDEAO accepte cette folie. Ces 3 années peuvent être discutables. Non mais c'est même suicidaire. Non, moi je n'arrive même pas à vous comprendre dans ce studio. Il y a un président élu démocratiquement qui est déposé et vous parlez. Il y a un coup d'État aussi. Il faut ajouter. C'est pas un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Il y a eu la CEDEAO est en train de se battre pour que Bazoum soit rétabli dans ses fonctions et vous discutez sur une durée de 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas quoi. Tu parles de quelle CEDEAO? Aujourd'hui, je parle de la CEDEAO. On a une seule CEDEAO. La CEDEAO que nous connaissons là. Effectivement, je parle de cette CEDEAO. Vous savez, il y a plusieurs paramètres. Non, mais cette CEDEAO a échoué. Si la CEDEAO n'a pas pu mener, bon, attention, on a demandé à ce que... On est à combien de semaines maintenant? Mais vous savez, est-ce que vous savez très bien que moi, j'ai pris le temps d'écouter beaucoup de gens, des personnes neutres qui ne sont même pas liées, disons, à l'Afrique, mais... Pour une intervention militaire, ça demande absolument une étude très stratégique, une étude de 2 à 3 mois. Donc oui, parce que tout ce qui est logistique se met à réfléchir. Tout ce qui est logistique, et ça demande assez de moyens. Tout ce qui est logistique, tout ce qui est armement, tout ce qui est plan d'études stratégiques, c'est quelque chose qu'il faut mettre en ensemble pour essayer encore une fois d'opter éventuellement pour une attaque militaire. Je pense que si je c'est devais pas quelque chose qu'on peut se lever un beau matin et puis voilà, on s'attaque au Niger. Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle les études les tenants et les aboutissants. Si je devais donner mon avis, une intervention militaire du côté du Niger serait une catastrophe pour la sous-région. Non, c'est de la cata parce que... Une catastrophe. Là, je ne dis pas long. Pourquoi je ne t'en dis pas long, mais tu verras. En fait, il ne faudrait pas provoquer une autre guerre. Et écoutez, on a parlé la dernière fois de guerre de positionnement, on a parlé de l'Europe, des pays européens, on a parlé de la Russie. On est en train de parler, on n'a pas parlé d'abord de la Chine. Aujourd'hui, on a ces 3 puissances qui essaient tant bien que mal de récupérer l'Afrique. L'Afrique est devenue comme une richesse. C'est-à-dire chacun comme une femme, une très belle femme. L'Afrique, elle est belle, elle est riche. Aujourd'hui, chacun veut s'approprier de cette femme. Maintenant, pour s'approprier, vous avez vu le cas du Rwanda. Il faut créer des petits conflits pour prendre nos ressources et les exploiter, les exporter rapidement. Si nous ne le faisons pas, s'ils n'ont pas les moyens de le faire de façon officielle, ils le feront de façon officieuse. Donc, ce que je veux te faire comprendre, dès qu'il y a une guerre du côté du Niger, la guerre du côté du Niger, ce n'est pas une guerre qui concerne est-ce que Bazoum doit retourner au pouvoir ou pas. La guerre, elle est encore plus profonde. C'est une guerre d'intérêt. Parce que le pays est riche. Il y a des pays qui ne sont pas riches. On ne s'intéresse pas. Il faut souffrir quand même de l'écouter. Moi, je t'écoute. Non, mais j'ai écouté ton argument. Il faut accepter d'écouter l'argument des autres. Pourquoi vous avez fini? Non, ben il faut écouter l'argument des autres. J'ai écouté ton argument. C'est pas, je ne réponds pas à ton argument. Il faut même prendre mon opinion. Le volet sécuritaire. Le volet sécuritaire est très important. Le volet sécuritaire. La CEDEAO n'a pu
sécuriser aucun État en Afrique. Exactement. Surtout, même pas cela. Donc même pas ouvrir cela. un bras de fer avec le CNSP va élargir cette gueule. On va se retrouver avec l'Algérie, on va voir la Guinée qui va prendre position, le Mali et le Sénégal qui va prendre position. Non. Et là, ça sera mais quand vous parlez de la Guinée, ça me fait marrer. Mais quand vous parlez de la Guinée, voilà, les positionnements. Nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons quel armement? La frontière et les militaires. Parlons de la Guinée-Bissau. Quand on parle de la Guinée-Bissau, c'est de la cata. Alors, la Guinée-Bissau même n'a pas d'armée. La Guinée-Bissau n'a pas d'armée. La Guinée-Bissau, ils ont fait une proposition de 600 militaires. Et quand vous enlevez ça dans le nombre exact de la population bissagaise, mais quand même, c'est malheureux. On parle de guerre de position. Du Niger. Guerre de positionnement. C'est ça la vérité. Un petit Niger qui se végète de l'uranium et du pétrole. Il y a deux cas. C'est pas un petit Niger, parce que au moins le Niger est riche. Vous allez comprendre que je veux parler de la superficie. Évidemment. Quand vous prenez ce Niger, il y a l'aspect sécuritaire qu'il ne faut pas oublier. Et là, on va parler forcément de Mohamed Bazoum. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème quand il y a une attaque contre la transition militaire au Niger? Premièrement, est-ce que la vie de Bazoum ne serait pas en danger? On ne le souhaite pas. Est-ce que les militaires ne vont pas profiter de cet argument pour assassiner Bazoum? Parce que pour eux, Bazoum serait un obstacle. Maintenant, deuxièmement, c'est le côté population. Est-ce que toute la population est d'accord maintenant avec la transition actuelle? C'est la question qu'il faille se poser. Si oui, est-ce que l'unanimité n'existe pas, la transition, honnêtement. Je finis. Est-ce que de ce côté, l'opposition, parce qu'il n'oubliez pas qu'il y a un opposant phare, la figure de proue de l'opposition nigérienne qui était en prison, qui a d'ailleurs pris position, qui s'est attaqué directement à l'ancien président. Tu parles de Mahamad? Voilà, qui s'est attaqué à Bouhari. Il y a ce problème. Issoufou, pardon. Il y a ce problème. Le deuxième problème, lui, il dit que c'est Issoufou qui est à la base de ce coup d'État, que Bazoum, parce que Bazoum n'aurait pas accepté. On a lu l'article d'Africa Intelligence, voilà. d'Africa Intelligence, qui pointe du doigt. Exactement. Et on reviendra de même plus largement et ça, pour moi, ça, c'est des allégations pour le moment. Oui, c'est des allégations. Africa Intelligence n'est pas aussi comme... mais oui, ça, c'est des allégations. Tu parles de nos confrères. Ils ont mené des enquêtes, ils ont tiré certainement la langue des autres. Tout ce que je souhaite pour Akila, je souhaite pour Akila, c'est de s'approprier de cet article. Et puisque éventuellement, nous l'avions fait cas ici, et c'est le seul coup d'État en Afrique de l'Ouest ici où l'opposition n'a pas applaudi le coup d'État. C'est parce que derrière, les gens sont au courant de ce qui se passe. Et je pense que vous avez fait une lecture préliminaire. J'ai fait lecture, mais je n'ai pas vu de la même vision que toi, malheureusement. Voilà. Peut-être. Voilà. Oui, rapidement, on va passer au maintenant, côté économique, le Niger va souffrir. Le Niger est en train d'ailleurs de souffrir parce que toutes les portes sont fermées, les banques commencent à quitter. Et aucun investisseur n'est fou pour investir dans un pays qui tend vers une guerre. Maintenant, avec l'intervention de la CEDEAO, les militaires de la CEDEAO ou l'armée de la CEDEAO, on ne le souhaite pas, mais on risque de se retrouver au Soudan. Et cela, ça sera des causes dommageables. D'abord pour le peuple, pour la transition, mais aussi pour Bazoum, parce que Bazoum, consciencieusement parlant, pas parce qu'il est démis aujourd'hui, il est éjecté du fauteuil présidentiel, mais oui, je l'admets. Non mais c'est fini. Même s'il ne veut pas admettre. L'amour là est fini déjà. Cet amour est fini avec le fauteuil. Bazoum est parti. Maintenant le plus gros problème c'est là. Il est humain, je sais. Il n'acceptera pas que les sangs soient versés à cause de lui, parce qu'il veut revenir au pouvoir. Mais si ça en tout cas n'est pas plus important que toute la population. Si ça continue ainsi, le pouvoir militaire peut se servir de cet argument
s'il faut mettre fin à la vie de Bazoum, parce qu'ils vont dire que c'est Ne un l'espérons obstacle. pas. On ne le souhaite pas. Je préfère même Voilà. pas que cette hypothèse. Voilà, on ne le souhaite pas, on ne le même souhaite l'écarter. pas, mais le Niger est sur une pente glissante. Il faut faire très très Voilà. attention de ce côté. Oui, il y a Deux 5 mots. secondes. Ça, même pas 35 secondes. Un mot. Un mot, pas deux. Un mot. 5 secondes, parce que là, j'ai le chrono en Un face. mot comme Amil, j'ai dit que je tombe de nez en vous entendant ici dire que Bazoum n'est pas plus important que Toute la population. toute la population Jamais. nigérienne. Jamais. Je suis en train de vous dire que la CEDEAO ne se bat pas pour Bazoum, mais pour un principe démocratique. Bien. Aujourd'hui, la démocratie est C'est- menacée et c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est sur une pente savonneuse. Bien, c'est Voilà. déjà très bien compris. On ouvre le débat par ce sujet. C'était notre sujet bonus. Il est important de revenir là-dessus demain. Demain, vous aurez toutes les informations sur la situation du côté du Niger. Mais en attendant, nous, sans transition, nous parlons de cet autre sujet. Les magistrats tiennent tête, l'association des magistrats de Guinée tient tête au ministre Charles White. Malgré les menaces, les cours et tribunaux sont vides. Vides de personnes, vides de magistrats, vides même de tout ce qui devrait se passer à Kila. Bon, vous savez, moi ça me fait rire. Quand Ça ne doit pas te faire rire. Non mais sérieux. C'est dangereux parce Non, qu'il y a mais- des citoyens quand même qui peinent à avoir des documents. Il ne faudrait pas... nous sommes en vacances judiciaires, certes, on va dire que les procès et autres ne vont pas se tenir, mais il y a quand même des citoyens qui ont besoin de documents. Mais là, quand les tribunaux ne travaillent pas, quand les magistrats en font ce débrayage et que Charles il se contente d'aller sur un média et dire que, Charles s'il ne vient pas... et que Charles impose sa dictature. Non, moi je ne veux pas parler de Oui, dictature. moi je le dis. Dans mon Je introduction, l'ai suivi, très bien je l'ai dit. suivi chez nos confrères. Je l'ai suivi chez nos confrères. Est-ce une mauvaise interprétation de des textes de loi? Ce n'est pas C'est une ça le véritable mauvaise problème. interprétation, Non, mais c'est ça le véritable problème. mais il y a de la mauvaise foi. Parce que j'ai suivi la personne, le procureur de la République, avant que je ne rentre dans ce studio chez nos confrères d'Afrique à Guinée, qui dit qu'il le suit à la queue leu-leu. C'est comme si c'était un élève, et un chef et son apprenti. Alors là, je suis Il dit- désolé, voilà. Yamoussa Conté Non, je finis. ne doit pas s'exprimer comme ça. Voilà, je Un finis. procureur doit être libre. quand même. Il dit que Charles est victime d'un acharnement. Mais vous avez vu. quand même, Vous avez vu. Yamoussa Conté ne peut pas tomber si bas. Il ne peut pas. il Non, mais il je n'ai faut pas aller d'accord. lire. Non, mais je- Il faut aller lire l'article pour comprendre. même sans cet article, il ne peut pas tomber aussi bas. Exactement. Je connais bien Yamoussa Conté. Alors là, il est tombé. Non, Il ne se peut relève pas plus. tomber si bas. Non, mais il ne se relève plus. Honnêtement. Il a quitté la terre. Il a quitté la terre. Il faut qu'il redescende sur terre. Bon sang. Oui, parce que quand j'ai suivi le procureur tout à l'heure, Non, tu tombes de mais lui. j'en riais. Non, mais tu tombes de J'ai lui. dit, mais Ce n'est pas possible. qu'est-ce que lui il a à faire dans ce dossier, dans cette affaire? Un procureur, c'est Mais un il magistrat. met de l'huile sur le feu. Il met de l'huile sur le feu. Ça prouve d'ailleurs à suffisance que le procureur est à la solde du ministre de la Justice, même si ça ne se dit pas. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un procureur puisse se permettre de réagir ainsi. Un procureur de la République. Et maintenant, vous prenez ces soubresauts entre Charles et les magistrats. D'ailleurs, il lève l'équivoque. Ça prouve déjà que Charles et les autres magistrats ne sont pas d'accord sur certains points. Parce que si un procureur dit c'est un acharnement contre le ministre de la On sait Justice, qu'il y a une prise de position. il y a une- Tu ne dis pas et il son a nom. pris déjà On position. va éviter les guerres d'intérêt. Il a On va pris éviter déjà les guerres position. d'intérêt. Ben, là c'est comme un clanisme au sommet de l'État. C'est Non, qui est mais important. c'est Mais comme- il est important de le signaler. C'est comme un clanisme au sommet de l'État. Et pour cette justice, quand même, qui a eu tout son mea culpa sous le CNRD, à l'arrivée du CNRD, on a vu Charles. Charles, il est... Je ne sais pas pourquoi il est au cœur de tous les scandales. Hein, quand on parle de justice, Charles procureur, Charles White qui a été applaudi ici à deux mains, mais aujourd'hui qui est en train complètement, je dis bien complètement, de se fourrer le nez dans quelque chose qui ne devrait même pas être. Aujourd'hui, ça ne revenait pas à Charles de se mettre dans cette posture. Il est encore plus grand que ça. C'était ministre de la République, Yaya. Aujourd'hui, il brandit des menaces qui sont bottées en touche par des magistrats. Charles, il veut se faire ridiculiser peut-être. J'aime il s'est même ridiculisé. J'aime Non, ce ben, Tadar. Non, si. non, Non, mais si. Écoutez, Yaya,
on n'est pas en train de polémiquer là. Tu poses quelque chose qui est très important. Tu poses quelque chose qui est très important. Tu as eu ton temps d'antenne. Il s'est ridiculisé. Il s'est ridiculisé. C'est comme si aujourd'hui on était dans un groupe de ghetto youth. Il faut qu'il y ait un groupe et tout. Mais on va couper son micro en attendant parce que là on va pas se mettre au marché. On est dans une émission là. Allez, Yaya. Rapidement, parce que Akila il veut juste polémique. Hein. Moi je parle de ce qui peut être. Je comprends son opinion, mais on ne va pas polémiquer sur est-ce qu'il s'est ridiculisé ou pas. Non, c'est pas une bonne. Ça peut pas être un débat sur lequel on doit polémiquer. Oui, rapidement. Charles continue à se fourvoyer et depuis longtemps. Et j'aime cet adage du procès Alpha Condé qui aime toujours le rappeler. Hein. Il dit que même si c'est prosaïquement, il faut le dire, plus le chien monte, plus on voit son derrière. On a connu un Charles ici. J'ai évité cette phrase dans mon introduction parce que là, je ne voulais pas le dire. Mais tu l'as dit déjà. Oui, plus le chien monte, plus on voit son derrière. On a connu ici un magistrat. On a connu ici un magistrat très déterminé à dire la loi, qui s'est démarqué à un certain niveau, disons, de la politique, disons, pénale du régime déchu. Mais on s'en rend compte qu'aujourd'hui, c'est un ministre de la Justice qui fait de la politique, politicienne. Et il s'en fiche de ce qui est procédure, il s'en fiche de ce qui est respect strict de la loi. J'ai rappelé ici qu'on n'a pas besoin de porter une période de limite juridique pour comprendre l'interprétation de cet article dont on parle. Aujourd'hui, moi j'ai suivi Charles, je pense que pour ceux qui ont dit qu'il a complètement renversé les choses au niveau de film, c'est une communication tirée par les cheveux. Je n'ai rien tiré de concret sinon d'attaque personnelle comme quoi Diawara, même si oui, on avait eu excuse-moi de t'interrompre, on avait eu quand même le chargé de communication de l'association des magistrats du Guinée qui a dit qu'il ne va pas aller sur le même terrain que Charles, que l'association des magistrats c'est ce qu'elle fait et aujourd'hui qu'elle ne va plutôt pas l'association, puisqu'on parle d'association, qu'elle ne va pas se mettre dans le jeu parce que Charles est en train, comme si nous analysons de fond en profondeur cette situation, c'est comme si c'était une guerre entre Charles et Mohamed, le magistrat Diawara. Mais loin de tout ça, l'association des magistrats parle de tous les magistrats et pas de Mohamed Diawara. En réalité, c'est cela. Qui peut être président, mais pas le seul décideur. On parle de l'association des magistrats de Guinée. On ne parle pas de nom Fitil Diawara. Donc, je pense que ce qu'il avait voulu faire comprendre, et j'avais insisté sur cette question quand nous avions le monsieur en face de nous. C'est ce qu'il veut faire comprendre, c'est-à-dire que quand il était ministre de la Justice, que Diawara aurait venu lui demander de lui donner le poste de procureur général, ce qui n'a pas marché. Et depuis cela, ce dernier aurait, disons, une colère noire contre lui. Je pense que même si tel était le cas, on n'est pas arrivé à ce niveau. Et quand on est ça aussi, un ministre de la République, ça sous-entend un homme d'État. Donc, et que le bureau exécutif est constitué de gens qui ont ce qu'on appelle une dent contre lui. Moi, je pense que c'était une façon de justifier tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qu'il faut signaler, c'est que l'association des magistrats ont appelé à un débrayage au niveau sur toute l'étendue du territoire national. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'aujourd'hui ce mot d'ordre est suivi? Naturellement, oui, jusqu'à date. Jusqu'à date, je pense que là, et Charles, puisqu'il avait proféré de menaces à l'endroit de tout magistrat qui respecterait ces mots d'ordre-là, on verra très bien dans les jours à venir qu'est-ce qui va se passer. Mais je dis, et je vous l'avais dit ici, ces procédures ou ces feuilletons juridico-judiciaires qui s'annoncent n'a pas livré tous ses secrets. On verra très bien ce qui va se passer éventuellement. Évidemment. Et si Mamadi Doumbouya n'arrive pas à prendre sa responsabilité, et Charles risque d'être un véritable point de chute. Je ne le souhaite pas. Honnêtement, je ne suis pas, je ne partage pas cet avis où Mamadi Doumbouya il doit régler tous les problèmes guinéens. Oui, mais à un certain niveau, c'est lui qui a ce qu'on appelle le pouvoir. Je me dis justifie. C'est lui qui a ce qu'on appelle le pouvoir décrétal. À un certain niveau, s'il constate qu'un ministre est devenu le puissant de tous les problèmes de la République, mais qu'il le dégomme. Mais il faut s'en débarrasser, qu'il le dégomme et qu'on essaie de penser. On a un véritable problème aujourd'hui. Ça serait facile. Le problème, c'est ce monsieur-là, partout là où il s'implique aujourd'hui. Il est en train de mettre en avant ses humeurs et disons sa conviction personnelle par rapport aux lois de la République. Je dis là, il y a un véritable problème. Et puisque c'est Mamadi le premier responsable, et c'est lui qui a le pouvoir décrétal, il n'est pas élu, ce monsieur,
pour ne pas, pour ne pas dire que la procédure est assez longue. Il suffit juste que le président puisse prendre le courage sur lui pour dire attention, ce monsieur constitue aujourd'hui un véritable problème, un problème national. Il faut s'en débarrasser. C'est ça la vérité. Je peux. Vous pouvez aller, monsieur. Je peux souffrir maintenant de m'écouter. Allez-y. Allez-y. Je dis et je répète, on ne doit pas mettre tout sur le dos du président, le président colonel Mamadi Doumbouya. C'est ça la vérité. C'est lui le La premier réalité, responsable. oui, je dis C'est on ne lui doit le- pas. c'est Je lui ne le- dirais moi, pas moi, qu'on je ne doit mets tout écouter. sur sa tête. Akila, il faut que tu acceptes de m'écouter. Allez-y. Je ne dirais pas qu'on ne pointe pas du doigt. J'ai très bien dit. Je dis de ne pas tout mettre sur son dos. Peut-être que les deux expressions, peut-être que tu ne peux pas, tu veux pas les déceler. Je sais que tu comprends. Tant que ces Je ministres sais posent que tu problème, comprends. tant Le que ministre, ces ministres posent je sais problème, que ça là, tu n'as et pas quand c'est entendu. plus fort que le Tu n'as Premier ministre, entendu mais aucun ministre s'en mêler. Tu sais pourquoi? Les textes de loi sont là, sont clairs. Est-ce que tu as entendu parler, tu as entendu un mot de l'inspection? Est-ce que tu as entendu un mot d'autres institutions à part les deux? C'est un problème d'expression, de texte, d'interprétation de textes de loi, d'interprétation des textes de loi. Moi, je pense qu'ici, il est important aujourd'hui que des juristes, des hommes de droit, prennent la parole pour interpréter très bien ce texte. Non, c'est des affaires. Ils en ont fait. Attendez, Ils en ont attendez, fait. on va aller. Maître Traoré l'a fait. Souffrez de m'écouter. Maître Traoré l'a fait, mais vous avez vu la réplique de Charles White. Akila. Il dit même, il est qui pour me demander C'est ça. de me retirer? C'est ça le Vous avez- véritable problème. Le Vous qui. avez vu? J'ai très bien dit. Vous le êtes, qui. mais c'est un Écoute, homme de droit. laisse-moi C'est t'expliquer. un ancien bâtonnier. Il faudrait que tu souffres d'écouter Je les gens t'écoute. dans ce studio. Je t'écoute bien. Parce que tu as eu ton temps d'antenne. Je moi, t'écoute, pas. je t'écoute très bien. Je dis bien, il y a des hommes de droit et qui doivent venir au créneau, inviter Charles dans un vrai débat pour parler de ces textes de loi. Il ne faudrait pas, par médias interposés, que nous-mêmes, journalistes, nous acceptons que Charles il se met sur un chemin qui est peu truffé d'embûches. Aujourd'hui, si tous les magistrats, si tous les grands hommes de droit disent que Charles n'a pas raison et que Charles, il veut s'entêter parce qu'il a son costume de ministre, il est important de l'inviter dans un débat télévisé. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi l'ouverture des débats. C'est ça aussi la justice. Non, mais attention, Vous invitez moi je ne veux pas qu'on se mette dans le politique. la personne veut maintenant se faire voir, il ne vous donne même pas le temps de lui poser des questions, c'est la personne qui répond, qui se pose des questions, ne veut pas vous laisser parler, mais comment vous allez inviter cette personne pour qu'elle vienne s'exprimer sur ces matières? Tout le problème aujourd'hui, il faut que ça soit réglé. Moi je trouve cela gamin, que les gens, vous avez vu la sagesse, que je salue d'ailleurs de Gawara. Quand les journalistes ont appelé Gawara pour qu'il réagisse, il dit mais je ne peux pas réagir. Ce problème-là est plus gros que moi. Non. Vous avez vu? Oui, Il a dit qu'il est attention, mais attention. oui. On ne va pas déformer. Non, on va pas déformer ses propos. Si. On ne va pas déformer. Un confrère l'a appelé devant moi. Akila, il faudrait qu'on s'écoute. Je finis. Il dit que l'association, ce n'est pas Gawara. Oui, mais ce n'est pas lui. Alors, pourquoi il dit que c'est le problème. C'est pourquoi il dit qu'il l'association, ce n'est pas c'est Gawara. plus gros que lui. Il y a l'association, il y a Gawara. Je dis un truc. On a l'impression aujourd'hui de voir notre justice comme un groupe de ghetto youth. Chacun à son côté. Vous venez, vous vous asseyez, vous vous regardez en chien de faïence. Ça a toujours été comme ça. Pas de compréhension, parce que le plus gros problème aujourd'hui de cette justice, c'est entre Gawara et Charles White. Et ça a fallu des dégâts. Ça a fallu des dégâts. Tu es en train de déplacer le débat. Je ne déplace pas. Le problème, ce n'est pas entre Gawara vous avez vu le cas Charles. Vous avez vu le cas Charles. Non. Vous avez vu Pogomou, le cas Pogomou. Vous avez vu le cas de cet autre magistrat. Et aujourd'hui, quand Charles est venu chez le confrère, il s'en est franchement pris à Gawara. Il n'a pas parlé de ces autres cas. Il a fallu que les journalistes qui étaient présents reviennent encore sur le même problème. Aujourd'hui, le problème de la justice, c'est le plus gros problème de cette transition. La justice, elle n'est pas indépendante. La justice, elle a perdu la boussole. Et plus grand, la boussole qui était là, c'est boursouflé. On tend maintenant vers autre chose. Malheureusement, le président de la transition qui est là n'est pas en train de regarder les choses. On nous laisse... C'est comme si on était dans une bourse. Bon sang, il faut sortir de ce problème. Sortez-nous de ce problème. Ce n'est pas des gamins. Il faut qu'ils règlent ce problème une fois pour toutes. C'est bon pour la justice guinéenne, c'est bon pour la République. Mais si on va comme ça, moi je vais dire que c'est des stagiaires en matière de droit. Ce n'est pas des hommes de droit.
Bien. Voilà. Je pense que tu t'es calmé maintenant. Je suis calme. Allez, c'est comme ça se passe dans cette émission, Le Scanner. Vous êtes dans la seule émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité de transition. Et derrière l'autre sujet, on a notre invité qui s'impatiente déjà au bout du fil, Oye Beavogui, qui va tout à l'heure nous parler de cette première journée, cette rencontre imminente entre les facilitatrices et les acteurs sociopolitiques. C'est tout à l'heure. Deuxième partie de cette émission, Le Scanner. Si c'est maintenant vous nous prenez en marche, vous êtes forcément sur la 89.5 en bande FM ou sur nos différents réseaux synchronisés, sur Kavi Media, sur Siam Info, sur Facebook, vous nous regardez via notre page Flash Guinée Kavi Media, sur Twitter, Instagram. Vous pourrez également regarder en direct cette émission. Bientôt, pourquoi pas, sur TikTok avec la bénédiction de la direction. Et cette autre actualité, nous parlons de la nomination des chefs de quartier et de district par les gouverneurs, le décret de toutes les polémiques. Hier, une rencontre imminente a démarré à Conakry. C'est une série de rencontres, mais hier, la COPED a été reçue par les facilitatrices, une coalition qui avait pris part au cadre du dialogue inclusif interguinéen. Tout à l'heure, nous aurons au téléphone Oye Beavogui pour nous expliquer les dessous de cette rencontre, ce qui s'est réellement passé et que demandent les acteurs sociopolitiques, notamment la COPED. Je ne sais pas si avec la réalisation, si Oye Beavogui est déjà au bout du fil. Hein. Monsieur Beavogui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Camara, et bonjour aux fidèles auditeurs et téléspectateurs. Merci d'accepter cette invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général par intérim du PDG RDA, membre de la COPED. Oui, tout à fait. Hier, vous avez eu une rencontre, un tête-à-tête avec les facilitatrices, notamment Dr Makale. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé de ce côté? Parce que les acteurs sociopolitiques ont quand même demandé un dialogue sur ce décret portant nomination des chefs de quartier et de district par des gouverneurs. Oui, effectivement, vous vous souviendrez que la dernière fois, la Convergence a tenu une conclave et analysant de très près cette situation qui préoccupe toute la nation guinéenne. Et à l'issue de cela, nous avons jugé nécessaire d'évoquer cette question au niveau du cadre du dialogue, tout en recommandant l'organisation d'une plénière. Et à date, je pense qu'il faut se féliciter parce que cette recommandation a porté. Et effectivement, dans un premier temps, il s'agit de rencontrer la coalition et les secteurs de la société civile à tour de rôle pour que de façon très indépendante, les gens puissent discuter et apporter des propositions concrètes par rapport à cette problématique. C'est dans ce cadre que hier, la COPED a été reçue et nous avons apprécié cette initiative parce que pour nous, quand il y a des situations qui se posent comme ça, étant engagés dans le cadre du dialogue, le débat ne se situe à aucun niveau, sinon qu'à ce niveau précisément. Et là-dessus, nous avons eu à transmettre d'autres notes et nous avons clairement signifié que la décision que les autorités ont prise, si elle constitue une avancée, c'est par rapport à ce qui a existé sous le régime du RPG, où on avait ce fameux accord tripartite entre trois supposées grandes formations politiques du non. Et à l'issue de cela, on s'est dit que si on n'est plus dans cette phase-là, c'est à mieux. Mais quelque part, c'est aussi plus de décentralisation, mais la décision en soi manque de démocratie parce que l'expérience guinéenne a toujours prévalu l'élection des conseils de quartier à la base par les citoyens. Donc, à un autre niveau, il faut aussi faire l'effort de comprendre que la transition est confrontée à un certain nombre de contraintes financières qui a certainement prévalu à la prise de cette décision. Parce que même au niveau du cadre, ça avait fait l'objet dans les débats au niveau de plénière, mais ce qu'il faut reconnaître, nous n'avons pas acté dans les 35 résolutions. C'est ce qui a fait que nous-mêmes on a dit qu'on ne comprenait pas et on a sollicité donc cette plénière et à l'issue de cela, on va se prononcer puisque l'Assemblée est souveraine. Je pense que c'est l'Assemblée qui décidera.
Bien, au niveau de la COPED, avant de passer, tu m'excuses, au niveau de la COPED, qu'avez-vous demandé réellement? Est-ce que vous demandez, comme d'autres formations politiques, l'annulation tout simplement de ce décret? Non, la question n'est pas fondamentalement liée à l'annulation du décret. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'est vrai que nous avons discuté au cadre du dialogue, mais puisque ça n'a pas été l'objet de point d'accord, peut-être par manque de vigilance, je ne sais pas, on s'est dit clairement qu'il faut comprendre la situation aujourd'hui avec ce qui se passe, les contraintes financières liées. Mais il y a d'autres approches qui pourront permettre d'esquiver ces contraintes financières à moins de 3 mois d'organiser ces élections. Il suffit de demander au quartier de s'organiser, de trouver des dates. Il y a les stades de proximité, il y a des endroits publics où ces quartiers peuvent se réunir. Nous, on allait jusqu'à proposer concrètement des formules d'élection, par exemple, où on peut, au niveau du carré, les habitants du carré, les citoyens peuvent venir élire les chefs de carré. Les chefs de carré élargis viennent élire les chefs de secteur. Les chefs de secteur élargis viennent élire les chefs de quartier. On se limite à ce niveau. Ça peut être par voie à main levée, ça peut être par rang, ça peut être par boule. On a plusieurs formules. Donc on estime que s'il y a une bonne méthodologie, on pourrait s'en sortir sur cette question. Donc la question fondamentale n'est pas liée au décret, où il faut revenir sur le décret. Nous cherchons simplement à trouver un point d'accord et donner quelque part une base juridique au décret qu'a pris le chef de l'État. Alors, puisqu'on ne peut plus, on vous entend, on ne peut plus, c'est comme si on ne peut plus revenir en arrière. Et s'il est tenté que le gouvernement n'entend pas de la même oreille que vous, est-ce que éventuellement vous allez vous résoudre à opter pour d'autres paramètres? Nous, notre position en tant que COPED n'est pas d'exiger au gouvernement de revenir en arrière. Ce que nous voulons simplement, c'est de trouver un point d'accord, favorable ou pas favorable. Ça, je ne saurais le dire puisque c'est l'Assemblée qui est souveraine. De toute façon, les débats auront lieu en plénière. Et du moment qu'on va trouver un consensus, parce qu'à défaut de consensus, on passera par vote. C'est ce qui est, en tout cas, c'est le principe du cadre du dialogue. Mais c'est bien vous. Mais c'est bien vous, Guy. On va l'écouter. Oui. Hein, le décret est déjà acté. La résolution qui sortira de ça, je pense que sera à la disposition de tout un chacun. Oui, vas-y. Je disais que le décret est déjà acté. Je ne pense pas qu'il y ait une possible négociation autour de cela. C'est soit vous êtes d'accord et vous mettez derrière cette volonté du gouvernement, ou vous n'êtes pas d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait une troisième position à ce niveau, M. Biavogui. Bon, la question encore n'est pas foncièrement ou fondamentalement liée à une question de position. Nous, c'est une question de procédure, si vous avez bien compris mon développement que j'évoque. En fait, la question elle n'est pas d'aujourd'hui, parce qu'on a discuté, mais c'est faute de point d'accord qui ne figure pas dans les 35 résolutions qui nous amène à révoquer la question au niveau du cadre de dialogue pour qu'on puisse en débattre. Et le cadre de dialogue, c'est pourquoi il est permanent d'ailleurs. Parce que même ceux qui ne sont pas au cadre de dialogue, on a dit clairement, s'il y a des points pertinents sur lesquels ils souhaitent discuter, il n'y a pas exclu qu'on revienne. Mais sauf que personne ne viendra s'imposer sur quelqu'un. C'est dans un débat franc, démocratique, à défaut de consensus, nous passons au vote. Alors, hier, j'ai échangé avec certains qui dit-on, avoir fermé la porte aux facilitatrices, certains de vos collègues qui pensent de n'avoir pas compris la démarche entamée par les facilitatrices. Alors, pour eux, il devait y avoir ce qu'on appelle un cadre beaucoup plus clair, au lieu de rencontrer aujourd'hui Paul, demain Pierre, et après Alpha, et après demain Oméga. Donc, pour eux, il n'y a pas de sérieux, à vrai dire, dans les démarches entamées par les facilitatrices. Est-ce votre avis? Oui, c'est dommage que ce leader se comporte de cette façon-là. Et c'est très rétrograde cette attitude. Parce que pour moi, on ne peut pas être au cadre de dialogue et vouloir une chose et son contraire. C'est une démarche à 2 échelons. La première consiste à rencontrer de façon autonome toutes les coalitions effectives, discuter. Et à l'issue de cela, chaque entité va soumettre une proposition écrite. Qu'est-ce qu'il y a de plus succinct, qu'est-ce qu'il y a de plus sincère, qu'est-ce qu'il y a de plus propre que cela. Maintenant, à l'issue de cette première phase, on organise la plénière où maintenant tout le monde viendra, les observateurs, les partenaires techniques et financiers, les délégués des coalitions, des fêtières. Et là, le véritable débat maintenant se tient. Pourquoi ne pas aller directement alors à ce processus-là, au lieu de tourner autour du pot, M. Biavogui? Oui, mais est-ce qu'on aura le temps matériel de pouvoir discuter? Parce que imaginez, au moins chaque coalition a 1 heure de temps pour discuter avec les facilitatrices. Mais là, le véritable débat se pose. Vous venez, vous déclinez votre opinion, votre proposition, vous le remettez par copie.
Et vous voyez, maintenant, c'est à l'issue de ça que toutes ces copies vont être remontées parce qu'en réalité, elles ne sont que facilitatrices. Elles ne peuvent que, si vous voulez, concilier les positions. C'est ces documents qui vont être transmis à qui de droit à l'issue de la plénière qui va être sanctionnée par un rapport ou tout au moins une résolution. Je pense que ces gens-là doivent faire preuve de bonne volonté et ne pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Revenir mettre balle à terre, prendre part à ces initiatives-là et à l'issue de ça, la plénière que nous avons tous souhaitée, elle aura lieu de toute façon. Oui, Akila. Alors, Monsieur Béavogui, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il n'était pas alors nécessaire de dialoguer avant que décret ne soit pris? Est-ce que là, c'est normal, selon vous, qu'un décret soit pris après qu'on vous appelle à un dialogue? Est-ce normal? En fait, ce n'est pas le CNRD qui nous a appelés au dialogue. Le décret, le fait qu'ils ont pris avant que nous discutions dessus ou qu'on ne trouve un point d'accord dessus, ce n'est pas normal. Ça, je l'affirme. Mais, encore une fois, c'est nous plutôt qui avons attiré l'attention, au lieu d'aller parler, tenir des conférences de presse dans les médias, on a attiré l'attention des facilitateurs pour dire voilà cette question qui nous préoccupe, convoquer des séances de travail pour qu'on vienne en discuter. Et c'est notre recommandation qui a porté fruit. Oui. Ce n'est pas eux plutôt qui nous ont appelés, parce que si c'était pour ils l'auraient fait avant. Mais puisqu'ils ne l'ont pas fait, nous, ça nous a heurté. On a demandé aux facilitateurs d'organiser des séances de travail pour qu'on puisse en discuter. Nous sommes au cadre du dialogue. Il y a des instances où nous discutons de nos problèmes pour trouver solution. Ce n'est pas ailleurs où on va aller les discuter ou trouver solution. C'est justement au niveau du cadre du dialogue. Et nous avons interpellé les facilitateurs pour que cette série de séances de travail ait lieu afin que nous puissions trouver une solution. Oui, Yaya. Alors, toute cette question ou tous ces processus liés, ces atermoiements de ces acteurs politiques liés au décret portant nomination des chefs de quartier et des chefs de district, dit-on, oui. Beaucoup d'observateurs, ou disons beaucoup d'acteurs politiques pensent que c'est une façon pour le CNRD de rester aussi longtemps au pouvoir, y compris même certains qui étaient dans vos coalitions fêtières. Hein. Est-ce votre avis, M. Béavogui? Je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il faut parcourir le décret. Peut-être le seul mot qui entraîne tout ce débat-là, c'est le fait de dire nommer. Sinon, en réalité, le gouverneur, c'est un dernier ressort. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, il s'agit des conseils de quartier et de district. Et c'est à l'issue de la nomination de ces conseils-là qu'entre eux, ils se retrouvent pour élire le chef de quartier ou le chef de district. Le gouverneur directement ne lit pas le chef de quartier ni le chef de district. Donc il faut faire très attention. Et parfois même, je peux aller jusqu'à un niveau donné, dire que si on fait une mauvaise interprétation, on risque même d'être piégé par le propre mot. Bien. Donc c'est les membres de conseil, c'est les membres de conseil de quartier, alors qu'ils vont élire, comment vous appelez ça, les chefs de quartier et de district. Mais toujours est-il que ça sape le principe démocratique. Et pour nous, même si cela est justifié par les contraintes financières liées à la transition, mais étant engagé dans le cadre du dialogue, ça doit se discuter. On trouve un point d'accord qui puisse justifier le décret à travers une base juridique. Merci, monsieur Oye Béavogui. Il est important de rappeler que vous êtes secrétaire général par intérim du PDGRDA, membre de la COPED. Merci de vous prêter à nos différentes questions. Merci. Yaya, on a écouté Oye Béavogui, Akila. Aujourd'hui, je pense que tout est dit. Et il faudrait attendre, pourquoi pas, je le disais hier dans ce studio et sur ce plateau, qu'il faudrait d'abord attendre l'aboutissement de la démarche des facilitatrices avant de tirer une conclusion. C'est la normale qui s'est imposée à la normale. Problème aujourd'hui. C'est la normale qui s'est imposée à la normale. Il y a une situation, il faut la gérer. Il n'y a aucune situation à gérer. Sinon, les Lansana Kouyaté, les autres partis politiques n'allaient pas refuser ces facilitatrices. Si vous voyez qu'elles ont été refusées, c'est parce que derrière la normale, c'est imposé à la normale. Je dis encore une fois que c'est une honte pour la politique guinéenne, mais aussi c'est une honte qu'on retrouve des partis politiques à sac, sans siège, aller dialoguer au nom du peuple de Guinée. Là n'est pas la question. Je finis. Là n'est pas la Maintenant, question. Quand on prend le décret, je dis que c'est la normale qui s'est imposée à la normale. Bien, je comprends. Ça déjà c'est fini. Je comprends. Maintenant les facilitatrices vont pleurer après. Yaya. Je le disais hier qu'il y a un véritable problème qu'on ne nous dit pas à l'interne. Nous le savons tous qu'à un certain niveau, l'atmosphère qui prévalait entre les facilitatrices et certains acteurs, notamment les Kouyaté, les Baouri, les Faye et autres, c'était la même famille et c'était la même équipe. Voilà.
ils avaient des adversaires comme les Cellou, les Sidia. Pour eux, c'est des gens qui constituent le véritable problème dans notre pays et il faut les mettre hors d'état de nuire. Aujourd'hui, les problèmes subsistent, il y a problème et nous avons suivi ces acteurs politiques et Bahouri l'a dit, il y a un véritable problème aujourd'hui. Et même, ils n'ont pas une lisibilité sur la façon. Il faut rappeler qu'on a eu à joindre Bahouri au téléphone et qu'il n'a pas voulu intervenir, mais quand même nous a donné quelques informations. Il nous a donné quelques informations. Il est important de le signaler. Oui, je l'avais eu au téléphone hier. Il était, dit-on, assez fatigué. Et donc, il m'avait promis quand même de revenir avec beaucoup plus, disons, d'observer d'abord la situation et de revenir plus tard pour en parler. Tout à fait, avec d'autres sujets éventuellement que nous allons essayer de débattre avec lui. Mais véritablement aujourd'hui, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le groupe des OE, c'est des gens qui sont qualifiés de pro-CNRD. Qualifiés. Oui, pro-CNRD. Même les Bahouri, les avaient tous avoué. C'est ce qu'on les disait. Mais aujourd'hui, les OE sont considérés comme étant les pétus de Makale. Donc, c'est qui sont... Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai entendu ça de la bouche de beaucoup d'acteurs politiques. C'est quand Makale dit blanc, il continue à dire oui, blanc, blanc. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les mêmes qu'on utilise contre les autres qui... pour eux, sont en train de se radicaliser petit à petit. Mais c'est ce qui s'est dit. À l'entendre, je suis en train de faire une analyse. À l'entendre, j'ai fait une analyse. On fait une analyse. On prend cette information avec des pincettes. Ce que Yaya a dit est important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. À l'entendre parler, on sent que derrière, le feu se bouge. C'est le non mais c'est pas. Il ne faut pas voir le mal partout. Non, on ne voit pas le mal partout. Non, tu vois le mal partout. On sent que la situation elle est paradisiaque chez eux. Non, tu vois le mal partout. Non, arrête ça. Non, je ne vois pas le mal. Pas te le permettre. Je ne vois pas le mal partout. Mais c'est la suite. C'est exactement ça le cas. La suite de son analyse, parce qu'il voit le mal partout. Et ça c'est très grave. Je m'appuie sur. Non, c'est très grave, honnêtement. Je te comprends pas. Je m'appuie sur des aliments rationnels. Il y a des acteurs aujourd'hui qui étaient, disons, très proches du CNRD ou qui, disons, à un certain niveau, cautionnaient tout ce qui se passait. C'est les Bahouri, c'est les Faya, c'est les Lansana Kouyaté. Vous n'avez pas été surpris hier quand on avait vu quand même l'information qui circulait selon laquelle ces trois-là, ou voire même certains, ont fermé la porte. Honnêtement, j'étais personnellement surpris. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on rentre en contact avec Bahouri. On était tous très surpris. De lui demander ce qui n'allait pas. Mais honnêtement, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que ces gens-là ne sont pas d'accord sur le décret. Parce que pour eux, la démocratie, et c'est pourquoi j'ai dit avant-hier ou hier ici, dans ces studios, sur ces plateaux, j'ai dit, s'il y a une chose sur laquelle ils sont tous d'accord aujourd'hui, c'est contre ce décret du gouvernement. Parce qu'il y a des intérêts. Non, pas du tout. C'est parce que c'est pas une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Je suis désolé. Ils ont leur intérêt. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ils ont leur intérêt. Je suis désolé. Laisse-moi placer ceci. Ils n'ont pas d'intérêt à ça. Qu'est-ce que tu appelles intérêt? Mais sérieux. Non, mais qu'est-ce que tu appelles intérêt? C'est pas crier. La personne que tu as appelée facilitatrice a donné raison. Quand vous partez chez le confrère de Mosaïque, elle l'avoue. J'ai compris mal que tu ne m'as pas écouté. Est-ce que je peux me le Allez-y, mais j'ai compris ce que vous avez dit. Si ils sont d'accord aujourd'hui, ces acteurs politiques, c'est parce qu'il y a une question d'intérêt. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est parce que ce décret n'est pas favorable à la démocratie. C'est un intérêt. C'est un intérêt général. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais même pour toi, tu as ton intérêt dedans. Même toi, tu as ton intérêt dedans. Tu es appelé demain à être un chef de quartier. Pourquoi pas un chef secteur? C'est pourquoi il faut accepter de s'écouter. C'est pourquoi je l'ai dit. Tu ne m'as pas écouté, tu as commencé à juger et j'ai donné à lui, il a compris. Allez, on s'écoute. Allez-y. Rapidement, à force d'écouter, on comprend mieux. Je comprends maintenant. C'est ça, il n'écoute pas. C'est l'intérêt général. Il n'écoute pas. C'est notre intérêt. C'est parce qu'il y a un intérêt commun. Alors là, il a le droit de me dire qu'il ne veut pas dire l'intérêt des politiques. Non, j'ai dit l'intérêt commun. Attention. On avait cru comprendre que c'était. J'ai dit l'intérêt commun. C'est l'intérêt de la classe politique. Mais on s'en rend compte qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème. Et moi, je n'arrive pas à comprendre que les OE et consorts puissent prendre une troisième position, ils s'inscrivent dans une situation de nini. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni contre le décret du gouvernement, encore moins contre le fait
il n'y a pas là, il y a une véritable menace de la démocratie. Moi, je n'arrive pas à comprendre ces arts de positionnement, ces entrismes, disons, ces centrismes, disons, assez malencontreux, puisque c'est des gens qui, à tout bout de champ, peuvent changer au gré de leurs intérêts. Et je pense que c'est quelque chose qui n'honore pas notre démocratie et qui n'honore pas notre État. Pas forcément, hein, s'il faut le dire. Hein. C'est son opinion, c'est l'enquêteur en chef de cette émission, Yaya Diallo, qui parlait, on parlait notamment de ce sujet lié à la rencontre entre des acteurs sociopolitiques et les facilitatrices. Une série de rencontres qui se poursuit à Conakry, parce qu'elle doit normalement prendre 3 jours, elle doit s'étaler sur 3 jours. Et en attendant, nous verrons aussi le déroulement, pourquoi pas de cette de la deuxième et de la troisième journée. Mais en attendant, avant tout cela, nous recevons notre deuxième invité. Il sera dans ce studio, sur ce plateau avec nous. Aujourd'hui, j'ai du mal avec les mots. Hein. J'ai vraiment du mal. Il sera sur ce plateau avec nous, Bella Kamano. Il est journaliste, mais désormais homme politique. Avec lui, nous parlerons de ce changement et de ce choix très osé. Très, très osé. J'insiste là-dessus. Et juste après cette transition, vous le comprendrez. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Media. Dernière partie de cette émission, le scanner sur Kavi Media, le média du développement. Comme je vous le rappelais, notre invité il est déjà installé dans ce studio du journalisme. J'insiste, il devient homme politique et un parcours enrichissant, s'il faut le dire. Pas besoin de le rappeler. Aujourd'hui, il est président du parti du Rassemblement National pour le Progrès de Guinée, RNPG, et porte-parole du secrétariat technique du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Lui, c'est Bella Kamano. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur Kamano. J'y arrive. Bonjour, monsieur Kamano.
Bonjour cher Abdallah, bonjour à vos collègues chroniqueurs et bonjour également aux auditeurs qui nous pratiquent en ce moment-là. C'est tout un plaisir d'être invité pour la première fois dans cette émission et dans les nouveaux locaux de ce nouveau média. Kavi Média. Qui promet quand même, qui promet. Ouais, on parle de développement, c'est ça aussi Kavi Média, c'est la ligne, il faut le rappeler à tout moment. J'ai envie de poser cette question. Je sais que je vais être très gourmand, il va m'en vouloir. Du journalisme à la politique, un choix très osé. Oui, à chaque fois que je suis invité, c'est d'ailleurs la première question qui m'a toujours été posée. Et en réponse, j'ai toujours dit qu'entre le journalisme que moi j'ai pratiqué, parce que j'ai été journaliste politique, et la politique, il n'y a qu'un pas. Quelqu'un qui a eu... à la politique. En réalité, aussi longtemps que je vais me souvenir, je vais vous le dire très sincèrement, j'ai toujours aimé faire de la politique. Parce que je suis né dans une famille politique. J'ai grandi chez mon oncle qui a consacré toute sa vie à la politique. Il a été député pendant 2 législatures. Il a été questeur pendant les 2 législatures. J'étais avec lui, il n'a eu que des filles. J'étais pratiquement le seul garçon avec lui. Donc je menais toutes ces activités de 6h jusqu'à 18h, de 6h des fois jusqu'à 23h, 1h du matin. J'étais avec lui. J'ai donc commencé d'abord par réunir les bancs dans la cour pour permettre à ses amis de venir tenir des réunions. Ensuite, il a commencé à faire de moi le secrétaire de ces réunions et ainsi de suite. Petit à petit, je suis devenu son homme de confiance. Alors, vers la fin, il ne se cachait plus de moi. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai adoré faire de la politique. Et arrivé, je crois, au lycée, j'ai commencé déjà à lire des romans politiques. Et à l'université également, je me suis lancé à fond à lire tout ce qui est politique et à m'intéresser à l'information, à côtoyer des hommes politiques. Et parmi le plus illustre, d'ailleurs, paix à son âme, a été Jean-Marie Doré, que j'admirais beaucoup et que j'ai eu la chance de vivre à côté de lui, c'est à la cité ministérielle. Donc, à force de l'écouter, de le côtoyer, d'échanger avec lui sur des sujets d'intérêt national, j'ai fini par aimer faire de la politique, en réalité. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours décidé un jour de faire de la politique. Oui, Akila. Alors, vous êtes déjà dans la politique. Hier, la politique, elle se faisait bien. Aujourd'hui, la politique, elle se fait autrement en République de Guinée. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette politique guinéenne? Bon, aujourd'hui, en réalité, à la faveur donc de cette transition, il faut se dire que le terrain politique est aujourd'hui libéré. En ce sens que chaque parti politique aujourd'hui est libre de choisir son option dans la perspective justement des prochaines joutes électorales. La politique en République de Guinée aujourd'hui ne ressemble plus à celle d'hier où on pouvait aisément constater qu'au sein de la classe politique, il y avait un camp qui soutenait le parti au pouvoir, il y avait de l'autre camp des partis politiques qui s'opposaient au pouvoir. Donc, il n'y a ni mouvance, ni opposition parce que nous avons en face une junte qui est arrivée au pouvoir des suites d'un coup d'État. Alors, chaque parti politique aujourd'hui a intérêt à s'organiser, s'il le veut, à s'organiser à l'intérieur d'une coalition, à l'intérieur d'une plateforme donc, politique. C'est la chance que ces circonstances nous offrent aujourd'hui. Ensuite, les partis politiques ont intérêt aujourd'hui à faire en sorte que la politique soit mieux comprise par les populations. Parce qu'en réalité, depuis tout ce temps, la politique a été résumée aux organisations des élections. La politique a été résumée aux manifestations. La politique a été résumée aux invectives, aux gros mots. La politique a été résumée, disons, à des décisions impopulaires. Je veux parler des décisions prises par nos autorités.
Dieu merci que ceux qui sont au pouvoir, en réalité, bon, nous qui avons eu la chance de participer au cadre de dialogue, nous pouvons vous dire en toute sincérité que c'est des gens d'ailleurs qui se méfient des acteurs politiques. C'est ça la vérité. Ils se méfient beaucoup des acteurs politiques. Pour tout vous dire, nous qui sommes au cadre de dialogue, je ne peux pas et je n'ai pas connaissance que des acteurs politiques en dehors des audiences publiques, des acteurs politiques aient eu la chance de rencontrer en aparté même le Premier ministre, encore moins le président de la transition. Alors, on nous laisse vraiment le terrain libre, on nous dit de nous organiser, on nous dit d'être très loin d'eux, parce que pour eux, la neutralité politique commence d'abord par avoir une certaine équidistance entre les politiques et eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors, pour tout vous dire, c'est un champ politique qui est libre et qui est, disons-le, pour des politiques stratèges fertiles, parce que c'est une occasion que les partis politiques ont de dérouler, d'aller vers les militants, leur expliquer que la politique, ce ne sont pas des invectives, ce ne sont pas des manifestations, ce ne sont pas des élections. La politique, c'est aussi l'organisation de la société, avoir une vision à partager avec les gens, les écouter et ensuite s'organiser à aller au combat pour conquérir le pouvoir. Bien, oui, Yaya. Vous l'avez rappelé ici, il y a un certain niveau, à peu près plus d'une décennie, la politique a été résumée entre autres aux invectives, aux gros mots, à des attaques personnelles, disons, à des débats de personnes. Aujourd'hui, Bella Kamano, même si le parti existait il y a de cela 10 ans, qu'est-ce que vous comptez apporter sur l'échiquier politique, quelque chose de nouveau, au-delà de ce qu'on a déjà vécu? Quelle est votre marque? Je le disais tantôt que le progressisme, c'est la politique au service de l'être humain. Et si c'est le cas, je dirais tout simplement que notre vision politique, notre vision économique, notre vision culturelle, notre vision scientifique, notre vision, disons le social pour ne pas se répéter, va se résumer à réunir les conditions pour le bien-être du peuple de Guinée. Bien. Lorsque je prends le volet économique, si le temps nous le permet, oui, allez-y. Le volet économique qui est divers d'ailleurs, nous avons dans notre pays des secteurs qui ont besoin d'être développés. Et je suis convaincu que si ces secteurs sont développés, la Guinée et les Guinéens souffriront moins. Je vais nommer le secteur agricole. La Guinée a la chance d'avoir les terres les plus arables et les plus fertiles. Les terres arables les plus immenses. Lorsque vous prenez rien que la Basse-Côte, si les terres de la Basse-Côte étaient mises en valeur, je suis sûr et certain que toute la Guinée n'aurait pas eu besoin d'importer du riz. J'ai vécu un peu longtemps dans cette partie de la Guinée et que j'ai eu la chance de visiter de long en large. La seule préfecture ici où je n'ai pas encore été et qui fait partie d'ailleurs de la région administrative de Boké, c'est peut-être Koundara. Sinon ailleurs, j'ai eu la chance d'aller par exemple à Fria, j'ai eu la chance d'aller à Koya, à Dubreka, à Boké, à Kindia, où pratiquement il suffit juste de sucer des oranges, vous laissez tomber les graines, le lendemain, quelques jours après vous revenez, vous trouvez que c'est un petit oranger qui pousse là. Ce sont des terres fertiles qu'il faille mettre en valeur pour justement faire face à ce que nous appelons l'autonomie alimentaire dans notre pays. Sur le plan toujours économique, Dieu nous a dotés de toutes les ressources minières. Il suffit simplement de les exploiter judicieusement et de procéder à un partage équitable pour que les Guinéens sortent de la souffrance. C'est pourquoi j'ai salué cette politique qui a consisté à maintenir les acquis du régime défunt. Qu'est-ce que j'appelle acquis? Dans le domaine minier, par exemple, le régime défunt avait réussi à mettre en place des structures comme l'ANAFIC, comme le FODEL.
l'ANAFIC, qui est une structure qui avait pour mission justement de recevoir dans ses caisses quelques pourcentages des retombées minières pour les redistribuer aux populations. Le FODEL également avait cette mission, mais avec un léger décalage, parce que le FODEL, ce sont d'abord les populations qui sont directement impactées par l'exploitation minière. Je salue donc les nouvelles autorités d'avoir accepté de garder ces deux structures qui permettent justement aux populations guinéennes de bénéficier encore une fois des retombées de l'exploitation minière. Nous avons également sur le plan politique l'éducation surtout de nos compatriotes. Parce que depuis très longtemps, on a fait comprendre aux Guinéens que la politique est un domaine où pratiquement où on ne trouve que des menteurs. La politique est un domaine où on ne trouve que des amadouilleurs, des profitards. La politique est un domaine où on ne trouve que des gens qui sont l'exact contraire, en quelque sorte, du syndicaliste. Les politiques, donc, eux, ils exploitent les autres à leur profit, alors que le syndicaliste, lui, il s'exploite au profit des autres. Alors, lorsque vous avez décidé de faire de la politique dans un tel environnement, faites en sorte que cette perception, cette acception de la politique puisse changer dans l'esprit général. C'est ce travail que nous sommes en train de faire en amenant nos militants et d'autres sympathisants, d'autres citoyens à comprendre que la politique peut être bel et bien cet instrument qui puisse réunir les gens autour des idéaux pour aller de l'avant. Bien. Qu'est-ce que vous faites de votre carrière dans le métier du journalisme? Qu'est-ce que vous faites de votre carrière? Est-ce que vous allez jumeler les deux? Est-ce que vous allez carrément migrer en politique? Parce que politique, journaliste, là, ça rime pas. Bon, honnêtement, nous sommes tous journalistes, nous sommes des confrères, mais là, ça ne rime pas. Moi, je ne pourrais pas écouter une émission, je parle de moi, c'est un avis personnel, je ne pourrais pas quand même écouter une émission du grand frère Kamano pendant qu'il est en politique. Je me dirais toujours qu'il a une partie, il a sa position, et quoi qu'il se passe, quoi que je dise, il reste sur sa position. Bien, c'est une question pertinente à laquelle d'ailleurs je ne m'attendais pas et je ne m'attendais jamais à cette question. Parce que pour moi, depuis 2016, je ne me considère plus comme ce journaliste qui peut aller dans les studios et s'asseoir animer des émissions. Je me considère désormais comme éditorialiste. Alors quand il y a un sujet, comme j'ai l'habitude de le faire, un sujet qui retient l'attention générale, je prends ma petite plume et j'écris. Mais depuis 2016, je suis administrateur. Parce que quand vous êtes responsable d'un média, je sais que vous ne cessez pas d'être journaliste, mais vous devenez plus administrateur que journaliste parce que les actes que vous posez sont purement administratifs. Oui. Alors, depuis 2016, je suis responsable de la radio parlementaire. Les actes que j'ai posés là sont des actes purement administratifs. Il est arrivé des fois que les confrères m'invitent dans le studio pour parler par exemple des sujets que je maîtrise un peu. Ce sont des sujets parlementaires, à l'occasion par exemple de l'installation d'un nouveau président ou à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture ou de clôture. Je suis invité par les collègues de la radio parlementaire pour que nous puissions un peu situer l'événement dans son contexte, aider les auditeurs à comprendre mieux ce que c'est, parce que toutes les cérémonies ne se valent pas. La cérémonie d'installation d'un nouveau président est différente de la cérémonie d'ouverture, par exemple, d'une session, et même ces sessions aussi, l'ouverture d'une session budgétaire est différente d'une session, de l'ouverture d'une session qui porte sur les lois. Alors, quand je suis invité à venir parler de ces sujets, je viens et j'en parle. J'apporte mon petit grain au moulin. Alors, maintenant, mais la question n'est pas répondue.
bien que vous êtes administrateur, mais vous restez journaliste et homme politique. Non, Comment le comptez-vous journaliste, jumeler les deux? le journaliste, il ne cessera jamais d'être journaliste. Voyez-vous qu'en Maintenant, France... maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que vous parlez Aujourd'hui, plus je suis politique. Aujourd'hui, je journaliste. suis politique. Je suis politique, ce qui ne m'empêche pas, comme ça se passe ailleurs. Hein. Zemmour en France a été un journaliste, un éditorialiste, un chroniqueur. Il est aujourd'hui homme politique, mais ça ne l'empêche pas, à chaque fois qu'il a l'occasion de parler d'un sujet qui concerne tout le monde, de prendre la plume, de s'exprimer, ou d'aller dans les studios de radio, des plateaux de télé pour donner son point de vue. Alors c'est ce que je fais. Si je n'ai pas la chance de venir dans le studio de Kavi Média, je reste dans mon petit coin à la maison, j'écris et je partage aux confrères journalistes qui gèrent des sites d'information. C'est comme ça. Aujourd'hui, je suis plus politique que journaliste. Bien. Et le journalisme, il reste chevillé à mon corps. C'est comme un tatouage. C'est comme un tatouage indélébile. Hein, indélébile. Ça devient une autre vie pour moi. Alors, parlant justement de ces écrits-là, ce dernier temps, on constate que vous avez une plume très lourde hein, contre ce que vous qualifiez des anciens, notamment l'IFDG et le RPG. Dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez, disons, à ces gens-là, notamment les Cellou, Je ne crois pas avoir eu une plume dure à l'endroit de qui que ce soit. Ah oui, mais vous le faites, vous tapez fort sur ces gens-là. Qu'est-ce que vous les reprochez? En tout cas, nous, on a suivi une de vos vidéos, vous avez caustiquement parlé là. Moi, je parle des écrits. Oh oui. De par ça, il faut rappeler que vous avez une belle plume, hein. Il faut le rappeler. Dieu merci, alors, oui. Dieu merci, merci beaucoup, merci pour tout ça. Et les journalistes. Donc, en réalité, je fais mon analyse. Quand je fais mes analyses, je compare les époques et je compare aussi les faits. Lorsque vous comparez les faits, vous êtes amené des fois à prendre position. Lorsque vous comparez les événements, vous comparez les époques, vous êtes amené à prendre une position. Peut-être que c'est ce qui me vaut ce qualificatif que vous me collez. Sinon, je fais mon analyse de manière indépendante. Je fais mon analyse de la manière la plus éclairée pour la partager à l'ensemble des lecteurs des différents sites qui acceptent de me publier. Sinon, je n'ai rien contre qui que ce soit. La dernière fois, c'est vrai que j'ai été interviewé par un autre confrère. Il s'agit de Lamine, votre ex-confrère de Évasion. Permettez-moi de parler de ce média. Allez-y, ce n'est pas grave. Puisqu'on parle d'actualité. Oui, il m'a demandé de dire ce que je pense de M. Sidya Touré, de dire ce que je pense de M. Cellou Dalein Diallo, de M. Alpha Condé. Et j'ai dit ce que je pense de ces trois hommes. Quand vous prenez M. Sidya Touré et M. Cellou Dalein Diallo, j'ai simplement dit que ce sont de très bons technocrates, mais de piètres politiques. C'est tout à fait le contraire de M. Alpha Condé, qui est une espèce rare en politique. Très rare. Très rare. Ajoutez encore le très rare. Là, j'insiste. Ajoutez le très rare. C'est une espèce très rare en politique, je l'assume. Voir un homme qui part de zéro pour devenir président de la République, c'est pas donné à n'importe quel Homo sapiens ou espèce humanoïde. Alpha Condé est une espèce rare. Très rare. Hein? Il a tout refusé. Il est resté focus sur son objectif jusqu'à atteindre l'objectif final qui était celui de devenir président. Dans sa suite, on peut citer les Jean-Marie Doré, Abouakar Somparé, on peut citer également Baba Madou, et on peut citer leur poulain, hein, qui est Baouri, un homme de très grande expérience politique que j'ai la chance aussi de côtoyer ces derniers temps. Un homme qui a un sens politique très pointu et une espèce aussi à préserver. Excusez-moi du terme. C'est pas parce que il faut préserver. Non, mais honnêtement, voilà. C'est pas pour lancer des... Voilà. Je n'invite personne à adhérer à son parti. Puisque vous êtes leader politique. Bah, non, en fait... revenons sur le cadre de dialogue permanent. Hier, on échangeait... Au téléphone, vous m'avez dit que vous étiez en conclave au niveau de la locale justement de
du cadre de dialogue permanent. Vous êtes déjà le porte-parole du secrétariat technique du cadre de dialogue interguinéen. Dites-nous qu'est-ce qui se passe à l'interne, ce qu'on apprend à cette chose, en clair. Bon, il faut que les gens dédramatisent la situation entre les facilitatrices et les coalitions politiques. Il n'y a pas péril dans la demeure. Les facilitatrices ont demandé simplement de rencontrer toutes les coalitions ayant pris part au cadre de dialogue pour pouvoir échanger justement sur le décret qui a été pris tout récemment nommant les chefs de quartier, pas nommant les conseils de quartier. Oui, j'ai insisté voilà, évidemment sur ce terme. C'est des chefs de quartier et non des conseils. Et non des conseils de quartier. J'insiste sur le terme. Et il ne s'agit pas de la loi en République de Guinée qui a été violée, il s'agit d'une disposition d'un code. Le code est différent de la loi. Jusque maintenant, la Guinée n'a pas une loi électorale. Il faut que les gens le sachent. La Guinée n'en a pas. Attention, monsieur Kamara. La Guinée n'a pas une loi électorale. Il faudrait qu'on revienne sur cette partie. Non, maintenant nous allons revenir. Je vais vous faire revenir. Parce que là, je sais que vous avez passé assez de temps à l'Assemblée nationale. Oui. Assez de temps, vous connaissiez mieux les textes de loi. Vous dites qu'il n'y a pas eu violation de loi. Non, je dis bien, allez-y. Il n'y a pas eu de violation de loi électorale. Ok, électorale. Allez-y, permettez-moi. Je comprends. J'apporte la précision parce que la Guinée n'a pas une loi électorale. Et là-dessus, comme on a ouvert la brèche, même les juristes s'engouffrent là-dedans, sans le savoir, sans chercher à savoir de quoi il s'agit. La Guinée a un code électoral, la Guinée n'a pas une loi électorale. La différence est que le code électoral, c'est un ensemble de textes, de règlements normatifs ou juridiques. Permettez-moi la tautologie. Oui. Alors que la loi est plutôt portée sur un ensemble de droits qu'on peut donner à un citoyen, qu'on peut accorder à une société. Donc, lorsqu'on dit ensemble de textes et de règlements, c'est différent d'une loi qui donne des droits à un citoyen. Alors, c'est une disposition de ce code-là qui a été, selon ceux qui critiquent, qui a été violée. C'est la disposition 99 du code électoral qui disait à l'époque, une disposition d'ailleurs que je considère désuète parce qu'elle n'a jamais été appliquée dans ce pays. À l'époque, on disait que les conseils de quartier allaient être élus au prorata des résultats des listes en compétition pendant les élections communales. Mais ces conseils de quartier n'ont jamais été mis en place. Oui. Donc cette disposition n'a jamais été appliquée. Alors je suis étonné de constater que les gens se mettent en branle pour dire « Ah, c'est une violation de la loi électorale, c'est une violation de telle disposition ». Eux-mêmes savent que lorsqu'une loi, une disposition n'est pas appliquée, elle tombe en désuétude. Alors, lorsqu'elle est en désuétude, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre. Alors, je ne suis pas là en train de défendre qui que ce soit. Je suis là en train de développer ma compréhension de ce sujet qui cristallise tous les débats dans notre pays. Parlant maintenant du cadre de dialogue, je vais revenir pour vous dire que ces coalitions ont simplement demandé aux facilitatrices d'organiser un dialogue, non, une plénière, comme ça a été le cas pour les 35 résolutions. C'est vrai que pendant les premières plénières qui nous ont permis d'aboutir aux 35 résolutions, la question s'était invitée. Elle a été débattue de long en large. Et il avait été convenu que les conseils de quartier soient finalement élus. Avant de le consigner dans les 35 résolutions, nous avons fait venir monsieur le ministre de l'administration du territoire et les membres de son cabinet, qui nous ont raconté des difficultés qui sont liées à ça. Et finalement, ils nous ont demandé de leur permettre de nommer pendant cette transition les chefs de quartier, mais pas les conseils de quartier. Bien. Moi qui vous parle, j'ai eu la chance de gérer cette thématique pendant les travaux en commission. J'étais membre de la commission chargée à l'époque de
de travailler sur les élections locales. Et c'est à ce niveau où le problème s'est posé. Personnellement, en travaux de commission, quand j'ai pris la parole, j'ai à l'époque proposé qu'au vu de tout ce qui se passe dans nos quartiers, donc au vu des réalités, que l'on accepte de dépolitiser les quartiers. Pour des raisons que je vais un peu évoquer plus tard. Mais je n'avais pas été compris. Les autres ont exigé que les conseils de quartier soient élus. On est venu en plénière. Là aussi, les gens ont demandé que les chefs de quartier soient élus. Mais lorsque le ministre a pris la parole, les cadres du ministère de l'administration du territoire ont pris la parole, notamment celui qui est en charge des collectivités. Il nous a dit que si nous devons élire les conseils de quartier, il va nous falloir beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Parce que nous avons, rien que pour les quartiers, nous avons 4000 et quelques quartiers dans notre pays. À supposer que les conseils de quartier aillent à une élection. Nous avons dans chaque quartier, on suppose, 2 candidats. Mais vu l'espace, vu que c'est une élection de proximité, il y a moins de dépenses à effectuer par rapport à la campagne. Il y aura plus de 10 candidats. Alors, comment gérer plus de 10 candidats? Comment financer les élections de plus de 10 candidats dans un petit périmètre? Multiplier 10 candidats dans chaque quartier par 4000. Sans compter qu'il y a 15 000 et quelques districts sur l'ensemble du territoire. Je suppose, hein? Je n'ai pas les statistiques. Oui, environ 15 000. Environ 15 000. Oui. Si des élections doivent avoir lieu dans tous ces districts, dans tous ces quartiers, ces milliers, il dit, nous allons prendre assez de temps. Nous sommes en transition. Et au-delà de ça, le responsable chargé des collectivités nous a fait aussi comprendre que la politique dans les quartiers, eux qui sont vraiment directement concernés, a fini par diviser des familles. Et que à chaque fois qu'ils reçoivent des plaintes et qu'ils descendent sur le terrain pour faire le constat, ils se rendent compte que généralement les familles qui ne comprennent pas encore ce que c'est que la démocratie s'opposent entre elles pour des futilités. C'est la même chose dans les districts. Et c'est pire d'ailleurs dans les districts. Dans les villes, c'est moins. Oui. Il dit, dans les districts, c'est encore pire. Il est allé jusqu'à dire que l'élection favorise généralement la venue aux commandes des gens qui n'ont pas, dans les quartiers, dans les districts, les gens qui n'ont pas la notion de gestion. Il nous a donné des dizaines d'exemples où les responsables, par exemple, des mairies à l'intérieur du pays, qui ne sont pas allés à l'école, que l'entourage passe tout le temps à amadouer, qui a un responsable d'une localité dans la région de la Haute-Guinée, une mairie d'une sous-préfecture, qui a signé, qui a ordonné le décaissement de plusieurs milliards sans se rendre compte parce que la personne ne savait pas lire ni écrire. Monsieur Kamanou, on aurait bien voulu continuer ce débat avec vous, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. On a même égrené même quelques minutes. Ce n'est que partie remise. Peut-être que, comme l'a dit, Yaya Diallo va s'occuper de tout ça. Pendant le mois de septembre, on reviendra. On va vous inviter dans ce studio pour parler uniquement de cette question. Cette question, il n'y a pas de problème, je serai toujours à votre disposition. En tout cas, en ce qui concerne le cadre de dialogue, invitez-moi quand vous voulez, appelez-moi quand vous voulez, nous allons en parler suffisamment, parce que je crois devoir détenir quelques informations. Merci vraiment, M. Kamanou, d'être passé dans cette émission. Merci également à vous et merci aux auditeurs qui nous pratiquent en ce moment. Merci surtout
à ceux qui font un grand travail, les techniciens. mais qui sont dans l'homme, ce sont les techniciens. Merci vraiment Ali Badara, Akila, merci. Merci à Diallo. Merci à l'équipe technique du jour, à la régie Babako Ivogi, Hassan So, Robert Kourouma, Salif Bangoura, Melika Sita Otaek, à la réalisation Michel Wamounou, avec une production d'Alpha Silla. À la radio, nous avons accompagné Mamadou Diallo, Mohamed Yatara, Kandé Sankon, le tout chapeauté par notre directeur technique Obar Diallo, avec l'assistance du Diabré, notre infographe. On se reprend demain, même fréquence, avec la même énergie, pour d'autres actualités. Au revoir. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kaby Media.